Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les arguments d'un document assez provocateur qui pose une question pour le moins surprenante sur notre santé. Ce document, c'est la pilule parasite. Allez, on plonge dedans ensemble. Alors, tout part d'une observation, une observation toute simple en fait. Pensez-y, les chats, les chiens, les chevaux, même le bétail, ils suivent tous des protocoles de vermifugation très réguliers, et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une exception qui saute aux yeux. Et cette observation, elle mène à la question qui est au cœur de tout le document. Mais pourquoi? Pourquoi cette exception? C'est ce mystère que le texte va essayer de percer. Alors, comment le document explique-t-il cette anomalie? Il va construire tout son raisonnement autour d'une idée centrale, celle d'une vulnérabilité qui serait propre à l'humain. Une faiblesse qui nous rendrait uniques, en quelque sorte, et qui serait le véritable point de départ de toute cette argumentation. Et cette fameuse vulnérabilité, elle tournerait autour d'un nutriment que, franchement, on connaît tous. D'après la source, tout commence avec la vitamine C. Pour bien mettre en lumière cette particularité, le document pose une question assez directe. Et la réponse, bien sûr, c'est nous, l'être humain. Pour appuyer son argument, la source va plus loin. Elle cite des études qui feraient le lien entre un manque de vitamine C et, attention, des troubles cognitifs, des maladies mentales et même certains comportements jugés aberrants. Et c'est vraiment là que l'argumentation bascule. Le document remet complètement en question la vision classique des choses. Est-ce que ces symptômes sont la cause du problème? Ou est-ce qu'ils sont la conséquence de parasites qui profitent tout simplement d'un corps affaibli? À partir de là, le document se met à décrire ce qu'il présente comme une sorte d'attaque systémique, une stratégie délibérée pour nous affaiblir. Et pour bien faire sentir cette idée d'une dégradation progressive, une petite phrase revient sans cesse, comme un refrain un peu inquiétant. Ça ne fait qu'empirer. Le premier élément pointé du doigt, c'est l'alcool. En s'appuyant là aussi sur des études, le document affirme que l'alcool ferait d'une pierre deux coups. D'un côté, il empêcherait d'absorber correctement la vitamine C, et de l'autre, il endommagerait la barrière qui protège notre cerveau. Deuxième assaut, si on peut dire, le sucre. La source insiste sur le fait que les parasites seraient de grands consommateurs de sucre, qu'ils l'utiliseraient comme carburant pour se multiplier à toute vitesse via un processus qu'on appelle la glycolyse aérobie. Et puis, troisième élément, le fluorure. Le document met en avant des recherches qui suggèrent que notre exposition au fluorure pourrait affaiblir notre système immunitaire, et donc nous rendre plus vulnérables à ce genre d'infection. Arrive ensuite une comparaison assez saisissante. Le document met face à face deux substances. D'un côté, le fenbindazole, un antiparasitaire présenté comme sans effet secondaire, mais illégal dans notre alimentation. De l'autre, le glyphosate, qui, selon le texte, serait mauvais pour nous, mais bon pour les parasites. Et pourtant, parfaitement légal. Bon, mais alors, à quoi tout ça rimerait? Quel serait le but de la manœuvre? C'est là que le document aborde la question de l'influence et de la propagation. Ce qu'il faut bien comprendre d'après ce texte, c'est que l'objectif numéro 1 d'un parasite, c'est de survivre et de se multiplier. Tuer son hôte, c'est complètement contre-productif. Le but, c'est de s'en servir comme d'un véhicule pour aller infecter d'autres personnes. Et pour rendre cette idée de manipulation un peu plus concrète, le document nous parle de notre système nerveux entérique. On l'appelle souvent notre deuxième cerveau. Et où se trouve-t-il? Dans notre intestin. Précisément là où vivent la plupart des parasites. Ce qui nous amène à la question peut-être la plus dérangeante de toutes, est-ce que ces petits organismes pourraient être plus que de simples passagers clandestins? Est-ce qu'ils pourraient, carrément, manipuler notre comportement, nos envies, pour assurer leur propre reproduction? Et tout ça, ça nous conduit à la grande question finale du document, la plus troublante. Est-ce qu'on serait face à un système intentionnel? Pour conclure, le document utilise une image forte, une citation qui met les choses en perspective en suggérant que la réalité pourrait être bien plus étrange et bien plus insidieuse que n'importe quelle fiction. Et voilà, l'analyse se termine sur cette question, laissée complètement ouverte. Le document, lui, ne donne pas de réponse. Il se contente de poser les pièces du puzzle et laisse chacun se faire sa propre idée. Alors, quel est le véritable but? La question est posée.